C'est certainement l'un des plus beaux business models de la planète, pourtant vous n'en avez jamais probablement entendu parler, ce n'est ni Apple, Microsoft, LVMH, on parle d'un modèle asset-light qui ne possède presque aucun mur, d'un business totalement acyclique qui tourne à plein régime, même en temps de crise, et de revenus ultra prévisibles, portés par des abonnements récurrents. Le résultat, une croissance de croisière du chiffre d'affaires ancré entre 7 et 9% par an. Bienvenue dans l'histoire secrète de Rollins, le titan de la lutte antiparasitaire qui transforme les nuisibles en milliards de dollars. Bienvenue sur Logic Invest, vous l'avez compris, aujourd'hui on part pour un deep dive de Rollins. On va le faire, ce deep dive, comme d'habitude, en deux temps. On va le faire en un premier temps sur GDoc. GDoc que vous pourrez retrouver totalement gratuitement. Je suis le seul à faire ça en France, donc donnez-moi de la force, abonnez-vous, mettez un commentaire. Totalement gratuitement sur mon Discord. N'hésitez pas à vous abonner au Discord, vous arrivez, c'est totalement gratuit. Vous cochez les règlements et vous avez tous les liens de mes deep dives qui sont ici, que vous pouvez retrouver pour aller challenger vos thèses, etc. Et on fera un deuxième temps, on ira sur la meilleure app tout simplement française et européenne et francophone. J'ai nommé Bagger, hein, vous avez tout simplement 10% gratuit avec mon lien en description de la vidéo. Vous allez 50 000 entreprises avec tous les chiffres sous le capot de toutes ces entreprises disponibles sur Bagger. Vous avez 14 jours totalement gratuits, n'hésitez pas encore une fois à aller essayer tout ça, aller mettre vos patounes dessus. Il n'y a pas besoin de carte bleue en plus, ça c'est le top. Vous mettez votre adresse mail, vous arrivez avec 14 jours gratos, vous essayez, c'est l'adopter et après, vous rentrez mon petit lien créateur et je vous remercie. Franchement, ça va vraiment vous aider. Si vous faites du stock picking, clairement, Bagger, c'est l'app à avoir. Les amis, donc on va commencer directement avec Rollins, bien évidemment, abonnez-vous, si c'est pas encore fait, encore une fois, on vise les 1000 abonnés avant le mois d'août, et j'avais dit à un pote, si on n'en arrive pas à, si j'arrive pas à 1000 abonnés, j'ai créé la chaîne au mois de fin janvier, si j'arrive pas à 1000 abonnés avant le mois d'août, je les delete la chaîne, donc, et allez les gars, il nous faut des abonnés. On va parler de Rollins, pourquoi je crée un deep dive, pourquoi je fais une thèse d'investissement, pourquoi je fais des deep dives, c'est tout simplement pour avoir estimé, essayer de faire des projections de croissance. Quand je rentre sur une entreprise, je regarde pas trois tableaux comme un espèce de mongolien en me disant ouais attendez les analystes me disent ça, non je veux connaître ce que l'entreprise fait, je veux connaître ses segments de vente, qui est l'actionnaire de l'entreprise, quel est comment dire l'objectif du board, etc. Après tout ça j'essaye de regarder et de faire un prêt juste, mais si je n'ai pas de thèse d'investissement en fait je fais de l'astrologie. Je suis pas là pour faire de l'astrologie, je suis là pour placer mon pognon, essayer de gagner de l'argent et ma méthode m'a rapporté 20% l'année dernière, on est à plus de 10% actuellement, bref je suis pas là pour faire de la pub, je suis pas là pour dire que je suis le nouveau Warren Buffett, mais voilà comment je bosse. Donc on va partir directement sur Rollins les amis. On va parler un petit peu historique. Donc on a la fondation de la société en 1948 par deux frères, les frères Rollins. Et on a surtout l'origine qui est surprenante, hein. L'entreprise s'appelait Rollins Broadcasting. C'était une société de médias qui possédait des stations de radio et de télévision. Ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est ça qui est bien en plus dans les tests, c'est que vous apprenez un milliard de choses. Et en 1975, 64, pardon, les frères Rollins réalisent un coup de génie. Ils achètent Orkin Exterminating, hein, donc pour 62 millions de dollars, alors que Rollins ne pesait pardon, que 9 millions de chiffre d'affaires. Donc ils ont acheté une boîte beaucoup plus grosse que leur petit chiffre d'affaires. Et cette transaction est historiquement reconnue comme le tout premier LBO ou achat à effet de levier de l'histoire financière américaine. Et en 65, la société change de nom pour Rollins Inc., abandonne les médias, etc. et déménage son siège à Atlanta, où elle y est toujours actuellement, et elle entre en New York Stock Exchange en 1968. Donc le cœur de métier de Rollins, si vous ne le savez pas, c'est un des leaders, on va dire, des services de lutte antiparasitaire axés sur le contrôle des nuisibles termites et avec des clients résidentiels, donc du B2C, et des clients commerciaux, les hôtels, des restaurants, etc. Le B2B, pour faire simple, si vous avez des punaises de lit, des cafards, des moustiques dans votre habitation et que vous vivez en Amérique du Nord, vous allez forcément faire appel à Rollins. L'entreprise achète énormément d'entreprises locales, les intègre à sa plateforme pour optimiser les coûts de flotte et de produits tout en augmentant sa part de marché de façon organique et en même temps externe. Donc j'ai fait un petit screen des marges pour voir à quel point l'entreprise travaille très bien. On a des données depuis 86, hein, donc depuis 98 quasiment, on est sur une augmentation des marges brutes, des marges nettes, des marges opérationnelles. Et enfin, regardez-moi ces magnifiques marges opérationnelles qui n'arrêtent pas d'augmenter, alors qu'en dans le même temps, on a énormément d'employés qui augmentent. C'est signe que l'entreprise travaille très bien. Maintenant, quand je fais un deep dive, je veux absolument comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent. On va passer au segment revenus. Donc on passe tout de suite au segment de revenus. Comment Rollins gagne son argent, c'est très simple à comprendre, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Il y a trois segments de revenus. On a le segment résidentiel, le segment
commerciaux et le segment termites. Et ce segment-là est hyper important, on va le voir à la fin. Donc le segment résidentiel, 45% du chiffre d'affaires, il était de 663 millions de revenus en 2016, c'est passé à 1,7 milliard en 2025, soit une croissance de 11% en CAGR. Le plus intéressant dans ce segment, c'est que 75% des revenus sont récurrents. Vous avez un contrat initial, le client paye un montant plus élevé pour la toute première intervention, donc ça va être de l'éradication, la pose de pièges, etc. Le contrat engage généralement sur une année minimum. Il y aura des plans de maintenance, hein, les gars vont revenir, etc. Et côté stratégie de tarification, c'est très simple à comprendre. Rollin s'applique une stratégie de premium, donc elle refuse de faire la guerre avec les petits acteurs locaux. C'est pour ça qu'on a des marges qui sont excellentes par rapport au nombre d'employés qu'ils ont. Ils augmentent leur prix de quelques pourcents en plus de l'inflation chaque année, et c'est vraiment étant perçu comme une petite dépense, mais essentielle pour un propriétaire. La rétention globale frôle les 89%. Et ça, c'est vraiment un pourcentage de zinzin. Et on peut se mettre dans la peau d'un client 5 minutes, hein. Vous pouvez tout à fait préférer de payer un contrat un peu plus cher qui augmente un petit peu chaque année pour avoir la certitude que la baraque ne va pas être bouffée par les termites, infestée par les rats, enfin tout ce qui va être nuisible, etc. Et si surtout vous voulez louer le bien. Le segment B2B, les amis, représente 33% du revenu de Rollins. On a des revenus B2B qui étaient de 634 millions en 2016. Ils sont d'1,2 milliard actuellement en 2025, j'ai oublié de le mettre, soit une croissance de 7,88% par an, plus faible que le segment résidentiel. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer simplement. Idem que pour le secteur résidentiel, vous enfilez votre cap de patron 5 minutes, que vous soyez patron d'un restaurant, d'un hôtel, d'un entrepôt de nourriture, ou encore pire, d'un hosto, vous pouvez tout simplement pas laisser votre business prendre le moindre risque si vous avez l'hygiène qui va passer, sachant que les coûts sont dérisoires par rapport à ce que vous risquez. Donc contrairement au résidentiel où un client peut décider de suspendre son contrat, le B2B exige un contrôle continu toute l'année, hein, bien évidemment. Si vous avez un restaurant, vous ne savez pas quand l'hygiène va passer, donc il faut que ce restaurant soit clean toute l'année. Donc les contrats commerciaux sont signés pour 12 à 24 mois. La cause de la plus faible croissance de ce segment face au résidentiel est tout simplement que Rollins a concentré une grosse partie de ses acquisitions récentes sur des acteurs qui traitent plus du résidentiel, ce qui a dopé le CAGR de la croissance classique du chiffre d'affaires de Rollins, qui tourne autour de 7 à 9% par an. Et pourtant, on a vu que le côté résidentiel avait augmenté de 11% par an. Là, en fait, c'est parce qu'ils ont racheté beaucoup de sociétés qui traitaient ce segment résidentiel. Et ce qu'on peut dire aussi sur le segment B2B, c'est que quand vous êtes une chaîne de restaurants, vous allez voir Rollins, vous êtes beaucoup plus apte à les faire, entre guillemets, à leur faire baisser un petit peu les coûts, parce que vous arrivez, vous avez une flotte de restaurants, de 700 restaurants, et ben vous allez, ils vont tout simplement vous faire un meilleur prix que si vous êtes Roger qui habite au coin de la rue, quoi. C'est très simple à comprendre. Maintenant, on a le dernier segment, j'ai appelé le segment termite, hein. Il est là à 20%, 21% enfin 20,8% attendez, on va se remettre bon ici, de revenus dans les revenus de Rins. On a 269 millions de revenus en 2016 pour le segment termite, pardon, et on est à 780 millions en 2025. On a une croissance de 19,44% par an en CAGR, c'est de la folie. Pour comprendre pourquoi les thermiques représentent une source de croissance énorme, les maisons aux USA, enfin on va dire dans le nord, dans l'Amérique du Nord, sont construites encore aujourd'hui à 94% en bois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. La totalité du parc de maisons individuelles est de 90% en bois encore actuellement. Et même les petits immeubles de copropriété sont à 73% des constructions en bois. Donc on a un traitement initial qui consiste soit à injecter un liquide chimique autour des fondations, soit la mise en place de stations d'appât. Et vous avez une surveillance, le technicien revient pour voir si les termites ont consommé l'appât, jusqu'au suivi de l'extermination de la colonie. Et vous avez surtout un renouvellement annuel. La surveillance demande très peu de temps une fois que le système est mis en place. Le client n'a plus qu'à payer chaque année pour conserver sa garantie, car là où Rollins est fort, c'est qu'ils garantissent de rembourser les dégâts si les termites venaient à s'attaquer à la maison une fois que vous avez le contrat avec eux. Sachant que les assurances ne couvrent majoritairement pas les dégâts aux États-Unis, donc vous voulez vous assurer pour votre baraque, si elle se fait bouffer par les termites, vous l'avez dans le cucu. Donc là, on a vraiment une bonne promesse de vente et pour moi, ce segment-là, c'est tout simplement un segment assurance que détient Rollins en ayant le pouvoir d'augmenter ses coûts chaque année. Le client n'ayant aucun intérêt à partir parce qu'en fait, il se protège contre, ce fameux, termite, qui lui risquerait de bouffer sa baraque. Hem Par contre, là où une assurance a des remboursements à faire, Rollins, lui, grâce à son savoir-faire, n'a quasiment aucune indemnité à donner.
À noter que Rollins est présent, ça je vais en parler un petit peu plus tard, hors, États-Unis. Mais voilà, vraiment pour ce segment-là qui est en croissance de 20 quasiment, en CAGR par an, c'est clairement pour moi des revenus d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils commencent, ils arrivent, ils foutent leurs appâts, patati patata, ils détruisent les colonies de termites, il y a plus que de la surveillance à faire et après derrière, c'est des revenus récurrents et il y a quasiment rien à faire. Et le client n'a aucun intérêt à aller ailleurs parce que si sa baraque venait à être bouffée, il ne sera pas remboursé. Donc en fait, c'est clairement ce segment-là, ce foutu segment-là, ce petit segment à 20,8%, c'est vraiment le meilleur segment de Rollins actuellement. En tout cas pour moi, quand j'ai fait ce deep live-là, c'est vraiment ce segment-là qui m'intéresse sur l'entreprise. Et c'est une assurance où vous avez clairement pas d'indemnité à donner parce que vous avez tout simplement vos produits qui vous protègent du termite. Donc là, c'est très important à comprendre. À noter que voilà, Rollins est présent hors des USA pour 7% du chiffre d'affaires, 269 millions de dollars, en croissance de 9,5% par an en CAGR, les amis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le business model de l'entreprise. Il est très simple à comprendre. Maintenant, on va passer au plan du board. Donc, que nous dit le board? Il vise une croissance de 9 à 11% par an et 7 à 8% de croissance organique et 2 à 3% de croissance par acquisition. Ils veulent surtout rester une machine à cash, hein. L'entreprise est clairement asset light. Le plan est de maintenir plus de 100% des bénéfices nets en free cash flow vis-à-vis de son résultat net. L'expansion des marges, il surveille la marge EBITDA, les amis, entre 30 et 35%. Pourquoi il surveille cette marge-là? On va en parler. Et non la marge nette. Reliance a acheté énormément de petites sociétés, ce qui l'oblige à inscrire des actifs intangibles et à les amortir sur plusieurs années. Cela diminue artificiellement le résultat net et donc la marge nette. Donc la stratégie de leurs acquisitions, c'est de rajouter des centaines de maisons tout autour de leur entreprise. Donc en fait, quand vous allez avoir un employé qui va aller, je sais pas moi, faire 10 maisons dans un quartier, au moment où vous allez en choper 12, 13, 14, ces maisons vont être ultra rentables. Parce que la première maison va payer, une connerie, va payer l'essence. La deuxième maison va payer l'assurance. La 3, 4, 5 va payer le salaire de la personne. La sixième va payer le produit. Et à partir, par exemple, alors là je dis, c'est un peu fantaisie, mais de la huitième, on va dire, jusqu'à la 25e maison de la tournée du personnel, en fait, ces maisons-là vont être ultra rentables. Donc en fait, ils veulent acheter de plus en plus de petites entreprises locales pour justement avoir de plus en plus de clients. Et plus vous ramenez du client à la base effective de clients, plus vous ramenez énormément de pognon. Et en fait, cette marge d'EBITDA, c'est vraiment la marge une fois qu'ils ont racheté toutes leurs sociétés, c'est vraiment est-ce que ces sociétés sont utiles, sont rentables? C'est avec cette marge-là qu'on va pouvoir le voir. J'espère que j'ai bien été clair et que vous avez bien compris. Et donc la marge EBITDA autour de 30%, pardon, indique que plus la société grandit, plus elle devient rentable, car chaque nouvelle baraque rapporte proportionnellement plus que les anciennes. Donc voilà la marge actuelle d'EBITDA. On était à 16% en 2010, on passe à 22% en 2025. Ils ont, comment dire, l'objectif d'aller à 30%. Je vais vous les expliquer plus tard pourquoi. Pour moi, ça va être compliqué, mais on a vraiment une entreprise qui fait du rachat intéressant parce qu'on était à 16%, on passe quasiment à 23, donc on a bien une augmentation. Maintenant, ça va être à surveiller comme le lait sur le feu, cette petite marge EBITDA. Donc on n'a pas de rachat d'actions de prévu. Le board souligne que les acquisitions amèneront plus de rentabilité future. J'aurais préféré un mix dividende rachat d'actions, mais ça, j'en parle dans mon petit point actionnaire. On va passer au TAM, au TSAM et au SOM. Alors ce segment-là dans mon deep dive est très important. Pourquoi? Le TAM, c'est tout simplement, on va dire, le marché global de la lutte de nuisibles dans le monde. Le SAM, c'est la somme de ce marché que peut aller chercher Rollins en étant présent aux États-Unis et dans le monde entier. Et le SOM, c'est le marché actuellement capturé par Rollins. Et on va voir, et ce qui est important de savoir avec le TAM, le SAM, le SOM, c'est est-ce qu'il y a de la croissance dans ce marché-là ou est-ce qu'on est sur un marché qui ne va pas croître? Donc le TAM évalue entre 24 et 25 milliards actuellement. Il pourrait doubler selon les analystes d'ici 2035 entre 40 et 50 milliards. Donc j'ai pas été calculé en CAGR combien ça fait, mais ça fait un doublement du total transfert, du total adressable market, je vais y arriver. On a le SAM identique au TAM, tout simplement car Rollins est présent sur tous les continents. Sur tous les continus, j'ai marqué dans les continents, même si le cœur de métier reste principalement aux USA et le SOM, il capture environ 15% du TAM mondial avec leurs 3,8 milliards de revenus pour 2025. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'il y a énormément, on va dire, d'entreprises. Le SOM, on va dire le TAM mondial est totalement éclaté parce que vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises justement qui sont rachetées par Rollins et Rollins est clairement l'un des, mieux placés et l'un des leaders mondiaux donc avec 15 de ce SOM. Ce qui est important sur ce segment ici, c'est qu'on voit qu'on va avoir un doublement, comment dire? Des revenus de la lutte contre les nuisibles dans le monde. Donc ça, c'est très important quand on fait un deep dive d'une entreprise, qu'on soit sur un total adressable market en augmentation.
Maintenant, comme dans chaque entreprise, on a 3 plus gros risques et chez Rollins, et je les ai, notés. Donc en premier, on a la pénurie de main-d'œuvre. L'hiver arrivant, il y a moins de parasites et donc l'entreprise se sépare d'une partie de les effectifs. On est aux USA, on n'est pas en France, il n'y a pas la CGT, qu'elle n'est pas sûre de retrouver plus tard et du coup, les salaires ne sont pas forcément énormes. Entre 35 et 40 K à l'année pour un débutant, il arrive à garder leurs salariés expérimentés, mais un turnover de base est fait chaque année. Tout repose sur l'humain chez Rollins et c'est ceux, qui assurent la relation, client, et qu'elle fonctionne bien, notamment dans, le segment résidentiel, hein, qui est la principale source, de pognon de l'entreprise, même, la comment dire? Le comment dire? Le segment termite, c'est aussi de l'humain. Donc pourquoi je l'ai noté en risque? Parce que si vous n'arrivez pas à garder vos meilleurs éléments, si les gars se barrent, si les gars créent leur société, c'est pas terrible. Donc la société justement, je crois que le board avait annoncé qu'ils essayaient de garder maintenant plus de gens l'hiver, et cetera, au lieu de dégager tout le monde. Parce qu'en fait, il va falloir reformer les gens, ça va coûter du pognon, mais on a clairement une pénurie de main-d'œuvre. C'est un des plus gros risques chez Rollins. On a aussi la hausse structurelle des coûts opérationnels, hein. Tous les jours, de milliers de camionnettes parcourent les routes. Je crois qu'ils ont 10 000 espèces de pick-up qui partent tous les jours chez Rollins. Donc l'entreprise a fait face à une augmentation des coûts d'assurance, idem pour le carburant, et l'utilisation de produits chimiques expose aussi pardon, la boîte. Donc bien évidemment, vous utilisez des produits chimiques, il y a les risques avec vos salariés, les risques avec les clients. Donc tout ça, faut en avoir conscience les amis, notamment avec le prix du pétrole qui augmente. Et troisième risque pour la société, et là c'est clairement pour moi un aveu de faiblesse de la part de chez Rollins. On a le départ surprise du CFO, le directeur financier Kenneth Krause. Le départ de Kroos a provoqué une baisse du titre, hein, on va aller le voir plus tard, mais moins 30%. Une dégradation de la part de plusieurs analystes car il avait été recruté spécifiquement pour son profil de redresseur de marge. Je vous ai parlé de la marge EBITDA, c'était son boulot. Et en plus, un timing terrible, moins de 2 semaines après la journée des investisseurs. Il avait présenté la feuille de route. C'est terrible en vrai. Pour l'augmentation de la marge EBITDA, son successeur William Harkins a été nommé et c'est tout simplement l'ancien directeur de la comptabilité du groupe, sachant que 80% de sa rémunération à ce fameux Kenneth Krause venait de l'objectif de ramener la marge d'EBITDA à 30%. Le signal envoyé est complètement désastreux. Donc là, le cours de bourse a pris moins 30%. Je crois que les analystes ont baissé, etc., l'objectif du cours. Pourquoi? Parce qu'on avait un mec qui devait ramener une marge d'EBITDA de 30%. Il vient de se barrer, sachant que sa rémunération était de 80%, enfin venait de 80% pour cet objectif-là, de ramener la marge à 30%. Donc c'est un aveu terrible d'échec. Alors le gars il s'est peut-être barré pour autre chose, mais c'est vraiment un aveu terrible. Le groupe n'a pas, comment dire, à garder cet objectif de 30% de marge d'EBITDA. On est quasiment mi-2026, on est à 22 et des poussières de marge sur EBITDA. Est-ce qu'en moins de 2 ans, enfin en moins de 3 ans et demi, pardon, ils vont arriver à gagner 8 points de marge sur EBITDA? Moi, je me pose des questions et bah, c'est aussi pour ça que je fais ce deep dive, hein, parce qu'on va aller voir côté valorisation, mais on a une entreprise qui est beaucoup moins survalorisée, qu'avant, donc elle pourrait potentiellement m'intéresser. Maintenant qu'on a vu les 3 plus gros risques, on va parler de l'actionnariat. Et côté actionnariat, il faut, regarder les principaux actionnaires et on a une majorité d'actionnaires qui, sont des initiés tout simplement, la famille Rollins et c'est pour ça, en tout cas selon moi, parce que j'ai rien trouvé sur le sujet, mais ce qui a empêché quelqu'un comme Warren Buffett d'investir sur le titre. On a notamment, Rollins, le bon vieux Gary, hein, qui a été CEO de 2021 à 2023. Il reste président du conseil d'administration. C'est le fils tout simplement d'un des 2 fondateurs de l'entreprise en 1940. Le CEO actuel n'est pas vraiment skin in the game en détenant seulement 0,08% d'actions. À noter qu'absolument tout ce beau petit monde a vendu l'action quand elle était à son plus haut. Donc on a vraiment tout le monde, hein. Le CEO, comment dire? Bah, en fait, on a tout le monde, hein. Le président CEO, on a le chairman, on a, je crois qu'on a même, je l'ai pas noté ici, mais je sais pas si je crois qu'on a l'ancien CFO aussi qui a vendu des parts, enfin bref. Quand l'action était autour de 60 qu'elle était surévaluée de malade, tout le monde le savait dans les initiés et tout le monde a vendu. Donc ça peut être pas mal quand on est actionnaire d'une boîte, où il y a beaucoup, d'initiés en tant que principaux actionnaires. C'est quand vous voyez qu'ils commencent à tous vendre, c'est que la boîte est clairement surévaluée. Maintenant, ce que j'aime pas dans ce type d'actionnariat-là, pour moi, dans cette structuration d'actionnariat-là, c'est que selon moi en tout cas, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire du rachat d'actions en fait. Ils vont toujours préférer augmenter le dividende, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'ils ont énormément d'actions, bah, ça va augmenter tout simplement leur revenu. Ce qui, selon moi, si vous n'avez pas de rachat d'actions, est une mauvaise stratégie. J'ai dit une bonne stratégie, non, là c'est une mauvaise stratégie
car à terme, le dividende va peser beaucoup trop sur les free cash flow, obligeant l'entreprise soit à croître plus vite, donc à faire des mauvaises acquisitions, soit à arrêter l'augmentation au-delà de l'inflation du dividende. Et on voit justement le payout ratio du dividende est de 63%. On a un yield de 1,5 actuellement. Il est en augmentation de 23% par an et surtout il est en augmentation de 16% sur 5 ans, ce qui est plus rapide que les free cash flow. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que tout simplement ça leur ramène des sous-sous dans la poche, hein. Le fameux Gary, il est très content quand la boîte, parce que eux, en fait c'est eux, hein, qui pèsent dans les votes, hein, toute la famille Rollins. Et en fait eux ils sont très contents quand le dividende augmente. Pourquoi? Parce que ça leur fait plus de revenus. Donc ils n'ont pas forcément d'intérêt à flinguer la boîte, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt non plus à avoir une boîte qui va se développer énormément s'il n'y a pas d'augmentation du dividende. Eux, ils sont pas là pour faire du rachat d'actions, ils sont là pour faire vraiment une augmentation de dividende, que la boîte arrive à croître, hein, ils sont pas là pour flinguer la boîte jusqu'au bout, mais ils sont pas non plus là pour faire du rachat de dividende. Et moi, en tant qu'actionnaire, je veux que ce rachat soit couvert, enfin ce rachat de dividende couvre l'augmentation. Comme ça, vous avez une boîte qui peut faire de l'augmentation de dividende assez pérennement sans forcément taper dans ses free cash flow. Je vous ai mis un petit peu le retour sur actionnaire. On voit quoi? On voit qu'on a un petit peu de rachat d'actions là et là, mais c'était pour couvrir un petit peu les rémunérations d'actions qui sont très faibles, hein, bien évidemment. On va passer sur le quantitatif après, mais on est sur une boîte qui ne fait pas de rachat d'actions et ça m'embête un petit peu. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler du mot, les amis. Donc la note du MOT, elle est de 20 sur 25. On va le détailler ensemble. On a un avantage des coûts. En faisant partie du leader mondial, Rollins écrase ses coûts fixes et chaque nouveau client, comme je vous l'ai expliqué, rapporte plus que le précédent. On a des actifs intangibles, oui. Rollins jouit de la plus forte notoriété du secteur et leur portefeuille de marques diversifiées permet aussi de cibler tous les segments des nuisibles tout en mutualisant les entreprises sous leur contrôle. L'effet de réseau, bien évidemment qu'il est validé, hein, c'est exactement ce que le board veut, que chaque nouvelle acquisition locale fasse baisser les temps de trajet et en augmentant les marges, cela crée une barrière à l'entrée pour les autres concurrents. On a un coût de changement bien évident, c'est simple à comprendre, hein, pour le B2B il est énorme, vous ne pouvez pas vous permettre un échec sur un contrôle d'hygiène, et pour le B2C, donc le résidentiel, notamment grâce aux termites pardon, et aux promesses de Rollins en cas de dégâts, il affiche une fidélisation de 90% et des revenus récurrents de 75%. On n'a pas de points sur les réglementations et les marchés efficients, parce que les règles du secteur s'appliquent à tout le monde et n'offrent aucun privilège à Rollins ainsi qu'aux autres. Et vous avez la note de Morningstar aussi, hein, la note du MOT de Morningstar et de Wide MOT. Qu'est-ce que ça veut dire le Wide? Ça signifie que la boîte peut continuer à générer des rendements financiers supérieurs, donc à faire croître son chiffre d'affaires pendant au moins les 20 prochaines années. Donc tout ça, c'est quand même à prendre en compte. Le MOT, c'est une chose hyper importante quand vous allez investir sur une entreprise. Et maintenant, on va passer sur le côté quantitatif, les amis. On ira voir ma conclusion juste après. Et bien évidemment, comme d'habitude, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Investir comporte des risques de perte en capital. Donc les revenus, on peut aller les voir franchement quand on dézoome. Et j'ai envie de dire, c'est magnifique. Regardez-moi cette courbe de revenus. Pourquoi? Parce qu'on a des revenus stables. On a connu des crises, hein. Là, on a les revenus depuis 1986. Donc, vous avez la bulle Internet, la crise de 2008, le Covid, le machin, le truc. Bref, on a comment dire, des chiffres d'affaires en augmentation. Je crois qu'on n'a pas de baisse de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, depuis là, hein, depuis 2000, hein. Enfin, non, même depuis 97, pardon, hein. Alors là, on en a peut-être un peu. Non, on a une hausse aussi. Donc, depuis 1997, l'entreprise arrive à faire grossir son chiffre d'affaires, bientôt 20 ans sans discontinuer et c'est exactement, hop, la même chose pour les bénéfices, même si on a une petite baisse des bénéfices ici sur 2018-2019, mais les bénéfices, moi je m'en fous, ce que je regarde à chaque fois, c'est les free cash flow les amis. Et regardez-moi ces beaux petits free cash flow. On a eu des années difficiles, on va dire, dans les années 90, mais depuis 2001-2002, on a vraiment une entreprise qui arrive à faire croître ses free cash flow et c'est très intéressant. Maintenant, on peut regarder aussi un petit peu le côté prévisionnel un petit peu des revenus. On va aller sur ce que nous disent les analystes. On nous annonce un chiffre d'affaires en hausse de 7% par an. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt pas trop mauvais dans ces estimations-là. Ils font pas des estimations trop hautes et ça me plaît. Pareil, 9% de croissance des bénéfices, c'est pas déconnant du tout. Sachant qu'encore une fois, 100% des bénéfices se retrouvent en free cash flow. Donc, si on a, comme on a actuellement là, un petit peu plus de 100% même, 850 millions de bénéfices, on pourrait s'attendre à avoir 900 à 950 millions sur 2030 de free cash flow, ce qui nous donnerait une belle petite croissance aussi de ceci, et on va s'en servir pour faire un prix juste, les amis. Donc côté revenu, côté géographie, on en a parlé. Côté marge aussi, on va dézoomer un petit peu. On a des marges qui depuis 5 à 10 ans sont stables. On avait 11% de marge en 2016 et on est pour l'instant à 13,77% en tout trimestre confondu. On est à 14% l'année dernière. Quand on a une flotte de 10 000 camions sur les routes, je trouve que c'est assez sympa en termes de marge. Et les marges brutes, si on dézoome, hein, comme je vous l'ai montré aussi, on a vraiment une entreprise qui travaille bien, qui fait croître ses marges, les retours sur capitaux. On peut en parler, mais franchement, c'est assez sympa.
Même si on a une petite baisse, hein, depuis comment dire? Depuis 2018, on a quand même pas mal d'acquisitions et cetera, donc c'est un peu normal et on a un ROIC qui tourne autour de 18, un ROE, autour de 38 et un ROCE autour de 32. Donc c'est vraiment des chiffres assez sympas quand même pour une entreprise, notamment aussi vieille, hein. Côté dépenses, on l'a dit, asset light, on a quasiment aucune dépense, en capex. On a un petit peu de SBC, ça par contre, va falloir qu'ils le calment là les gars, hein. Je vais leur envoyer un mot, on va dézoomer, mais ça a toujours fait un petit peu de ouais, ça fait 7-8 de rémunération en actions. Bon, ça par contre, c'est pas normal, hein. Ça, c'est parce on est vraiment dans une boîte qui est, détenue par des initiés, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir ça. On n'a clairement pas de cerveau à les verrouiller avec, des rémunérations en actions. Mais bon, on a, ces rémunérations-là pour le board, pour aller valider les objectifs. Je peux comprendre à la rigueur. On a par contre une boîte côté dette, hein, qui s'est endettée, mais qui s'est pas endettée massivement. On est à 1 de dette sur EBITDA, ça reste très correct. Moi, ce que je surveille, c'est qu'elle ne passe pas au-dessus de 2, mais en dessous de 2, franchement, on n'a pas trop de problèmes à se faire. 1 milliard de dettes, sachant que tu vas faire 1 milliard de free cash flow dans 3 ou 4 ans, c'est pas non plus la fin du monde. Maintenant, il faut regarder, Axiscale n'augmente pas trop vite non plus. On n'a pas forcément, on a quelques actions en circulation qui baissent, mais c'est pas non plus flagrant. On n'a pas de rachat d'actions prévu. Donc ça là-dessus, on n'a pas de problème. Côté dividende, on a un dividende par contre qui est en augmentation de 12 sur les 10 dernières années. Moi je trouve qu'il augmente un peu vite ce dividende, mais il est largement couvert par les free cash flow. 300 millions de dividendes, on a 600 millions de free cash flow, donc ça me paraît tenable, il n'y a pas de problème là-dessus. En termes de rentabilité, on l'a dit, un marge de free cash flow de 17%, marge de net 14%, c'est très correct. Un WACC qui est largement couvert par le ROIC. Le super ROIC de 1 an et de 5 ans, on a tout simplement une entreprise qui travaille de mieux en mieux, donc ça c'est très intéressant. On voit qu'ils sont sur le bon chemin, clairement, et on a une prédictivité du CA de 96%, donc ça c'est intéressant aussi. Et on n'a pas de problème. Côté dividende, par contre, on a un payout ratio au-dessus de 60, mais ça ne me pose pas de problème tant que l'entreprise arrive à faire croître ses revenus de 10 par an, ça ne me pose pas de problème ici, même si j'aurais aimé un rachat d'actions qui aurait fait qu'en fait ce payout serait beaucoup plus bas et ce qui leur aurait aussi donné plus de, on va dire, d'avantages à aller acheter d'autres entreprises plus facilement. Il n'y aurait pas eu forcément besoin de s'endetter. C'est comme ça, c'est la vie, les amis. Côté dividende, on l'a dit, hein, comment dire, un pourcentage de dividende d'1,5% actuellement, un rendement d'1,5%. On est sur un payout ratio, on l'a dit aussi, de 63%, en augmentation depuis 23 ans. Il est donné par trimestre et on n'a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Côté résultats, je les ai tous checkés, ils sont très bons. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a un objectif de prix de 50 balles. Je crois qu'il a été baissé. Enfin, il a été, il était de 80 et quelques, je crois qu'il était abaissé à 50 et des poussières, je crois, dû au CFO qui s'est barré récemment, hein, ça n'a pas donné un bon signal. On a une prévision du SAT de 7%, ouais, les EPS de 9. Moi, je suis à peu près OK là-dessus. On va aller voir un petit peu les croissances, les amis. Hop, on va se mettre, non, pas là-dessus. On va regarder un petit peu les croissances des operating free cash flow, enfin des operating cash flow, pardon. Et on est, alors le tout trimestre confondu, on verra, mais on est clairement sur un 2 chiffres, hein. Et sachant qu'on n'a pas de beaucoup de capex, ça c'est très intéressant et c'est ce qui nous donne justement cette croissance des free cash flow, qui augmente pas mal, hein. On était, en 2019 à 319 millions d'operating free cash flow et on est à, 679 millions, donc là c'est très, très bien. On a fait tout simplement x2, hein, donc là, on est assez content là-dessus. On va aller voir maintenant niveau côté valorisation. Et là, calmez-vous les amis, on va passer à ma conclusion après. Oui, le titre est cher. Ça s'achète à 41 fois le PE, à 35 fois le forward PE, ça s'achète à 3 de PEG ratio, donc c'est quand même assez cher, hein, sachant que les boîtes intéressantes sont en dessous, normalement, entre guillemets, de 1 à 2, ça peut se comprendre, ça peut s'acheter, et au-dessus de 2, généralement, on dit que les boîtes sont surévaluées, mais on va regarder ce fameux PE même actuellement qui est de 41. Si on dézoome, la médiane est de 40, hein, donc on serait possiblement à un prix qui commencerait d'être intéressant pour Rollins, parce on va aller voir le cours de bourse, mais on a la boîte qui s'est pété la gueule, les amis, hein. Hop, on va se mettre ici. En year to day, on va dire, on va chercher le plus haut, hein, donc ça va coter à 65 balles. Et hop, si je prends mes plus bas, on a perdu 30 de la capitalisation boursière, les amis. Pourquoi? Bah, parce qu'on avait une boîte qui était surévaluée déjà, comme on l'a dit. On avait surtout une estimation, pour moi, la marge de l'EBITDA de 30%. Elle n'était pas tenable, et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc, et on a justement un PE qui est revenu à la normale, hein. Je crois qu'on était à combien là? On est à 60 de PE sur Rollin. C'est pour ça que les amis, attention quand vous achetez des boîtes à 60 de PE, etc., et que vous vous dites oui, mais de toute façon, c'est un business sûr, etc. Non, n'importe quelle société mal achetée est un investissement de merde.
Ça s'achète 33 fois les operating cash flow et 35 fois les free cash flow. Maintenant, on va passer à ma conclusion, pourquoi la société m'intéresse et je vais vous expliquer ma tech les amis. Et on passe directement à ma conclusion, les amis. Quand je vous dis que Rollins est une protection contre l'inflation, c'est qu'elle en profite. Je me base sur une chose, le chiffre d'affaires. On peut voir l'évolution du chiffre d'affaires entre 2010 et 2020, où l'inflation était quasi nulle. Donc on avait une entreprise qui avait une belle croissance des revenus, mais c'était assez faible. Et on a puis post-Covid et guerre en Ukraine, une inflation qui est arrivée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des contrats chez Rollins qui stipulent qu'on a une augmentation des prix qui suivent quelques points de plus l'inflation. Donc vous avez une croissance des revenus qui augmente. Et là, vous allez me dire, oui, mais si l'entreprise se prend une inflation dans la gueule, sachant qu'elle a 10 000 camionnettes par jour et que le pétrole coûte de plus en plus cher, est-ce qu'elle va réussir à gagner plus de pognon? Parce que faire croître son chiffre d'affaires, c'est très bien. Mais si tu fais pas croître tes free cash flow, ça ne sert strictement à rien. Et on va aller le voir, mais les free cash flow ont augmenté plus vite que le chiffre d'affaires. Donc on a une entreprise qui travaille très bien, 14% de croissance des free cash flow depuis 2019. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est très très important quand on regarde le business model de Rollins, c'est que ses free cash flow arrivent à croître plus vite que son chiffre d'affaires. Pour l'instant, c'est réalisé. Donc on a une boîte qui travaille très bien les amis et qui profite de l'inflation et on a une inflation qui nous attend. Maintenant, clairement, moi, je vais vous développer ce que je pense de la société et elle coche pas mal de cases qui m'intéressent. Elle arrive à être asset light, tout simplement. Vous avez 10 000 pick-up par route tous les jours grâce à du leasing. Et là, ce qui transforme le CAPEX en OPEX, en gros, c'est une charge opérationnelle. Elle ne possède quasi aucun mur, elle les loue. Si une zone d'activité se contracte, elle peut fermer une agence hyper facilement, ce qui lui donne ce côté agile que n'ont pas d'autres boîtes de son calibre normalement. On le voit dans la progression de son CA, elle arrive à le faire en croissant sur deux chiffres. Très peu de sociétés arrivent à le faire comme elle, notamment les Walmart, les Coca, maintenant sont capés à 2, 3, 4, 5, 6%, les Procter Gamble, etc. N'arriveront tout simplement plus jamais, à mon avis, à avoir une croissance du chiffre d'affaires en double digit. On a un business résilient sans énormes concurrents, on l'a vu dans la croissance de son CA, avec les diverses crises traversées depuis les années 90, de plus l'activité qui croît le plus sont les termites, et cette activité-là est assurée. Pourquoi? Parce que vous avez une construction de maisons en bois aux USA qui réaccélère à 94 actuellement sur son marché domestique. Elle n'a pas vraiment d'énormes concurrents et son marché mondial est en expansion 10% par an. Et ce que le marché ne price pas, ma petite tech, c'est que si la boîte arrive à pivoter sur une location de véhicules électriques, donc ça c'est pas très compliqué à faire, et qui peut au bas mot faire chuter le prix au kilomètre de 40%, couplé à des véhicules qui dans l'avenir seront FSD, donc conduite autonome. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les véhicules en conduite autonome ont une assurance qui baisse de 40%. Donc dites-vous bien que si vous avez 10 000 pick-up avec une flotte d'assurance qui baisse de 40% et un coût en carburant qui baisse de 40%, vous avez automatiquement une marge brute qui augmente. Donc moi j'ai fait le calcul à la fourchette, vite fait, hein. Ça augmenterait, on va dire, la marge brute d'1,5%. Donc ça ferait environ 50 millions d'économies avec une hausse de 10% des free cash flow. Donc c'est très important. Et 50 millions de hausse des free cash flow, ça représente environ 3 à 4 petites entreprises de racheter en plus par an. Le seul bémol, en tout cas à ça, c'est que les employés de chez Rollins, en fait, ils rentrent chez eux avec le véhicule. Et quid de comment recharger les batteries, en fait. Parce que Rollins va pas payer des, comment se dire, va pas payer des bornes de recharge à tout le monde, sachant que vous avez un turnover dans ses salariés. Donc là, à voir un petit peu comment ils vont réussir à mettre ça en place, mais on va dire sur les 10 prochaines années, c'est pas du tout impossible qu'on ait des véhicules en FSD, enfin ça c'est quasiment sûr. Les véhicules électriques, on va pas y échapper non plus. Donc clairement, on a en plus comment dire, un vecteur de croissance qui est tout simplement pas pricé par le marché. Et maintenant, on va passer au vent de face. Le vent de face, il arrive, le titre a chuté de plus 31%, et quand on est intéressé par une entreprise, on regarde pourquoi le titre a chuté, et si on est assez smart, si on voit que le titre a chuté, mais que c'est pas, ça ne touche pas le business model de l'entreprise, c'est un très bon moment pour pouvoir rentrer dessus. Et c'est complètement mérité les moins 30% de marge, les moins 30%, pardon, parce que la marge d'EBITDA ne pourra pas être tenue. Le départ du CFO qui était rémunéré avec cet objectif est catastrophique, hein, le timing, etc. Ça envoie un signal que l'entreprise a échoué. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour nous actionnaires. Parce que si l'entreprise passe actuellement de 23% de marge d'EBITDA à 26%, cela reste déjà une très belle perf et c'est justement réalisable. Et on n'avait peut-être pas besoin d'avoir une marge de 30 à 35% comme annoncé par le board. Je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux.
et ils n'arriveront pas à la tenir. Donc en fait, ça a créé justement ce malaise avec la perf de moins 31 et ça peut être justement un beau petit catalyseur pour essayer de rentrer dessus. Au vu des chiffres de la valo, maintenant tout le monde va me dire: «Ouais, mais attendez, Rollins, c'est surévalué de malade, moi Warren Buffett, il m'a dit: «J'achète pas quand il y a un PEG ratio de plus de 2». Mais posez-vous la foutue question suivante: combien d'entreprises sont non cycliques, asset light, avec des revenus prévisibles, avec très peu de croissance et avec très peu de concurrence, pardon, et une croissance de croisière compris entre 7 à 9 par an. Perso, je n'en connais pas d'autres, les amis. Passons à la valorisation, 41 de PE, 35 de forward PE. Mais clairement, on a un titre qui revient vers une valorisation médiane de 40%. On avait de 40%, de 42 PE, je vais y arriver, pardonnez-moi. On a depuis 10 ans une boîte, enfin non, depuis les débuts, depuis 2006, pardon, on a une boîte qui se paye 40 fois les bénéfices en médian. Donc on revient vers une médiane et on retrouve un peu historique autour de 40 maintenant. Soyons patients. Je pense pour moi qu'autour de 40 $, on aurait un prix cohérent pour Rollins. Et on a ma petite estimation. Donc il faudrait que le titre baisse encore de 10% hein, pour arriver à mon prix juste. J'étais conservateur, 9% de croissance des free cash flow. On voit que les 9% de croissance des free cash flow par action sur 5 ans, c'est largement faisable, hein. Il y a 2 années où ça n'a pas matché, enfin même une année. 2019, là on a eu le Covid, donc ça compte pas. 2019, ça n'a pas fait 9%, sinon ça a à chaque fois fait 9% ou plus. Donc je suis conservateur là-dessus. Un PE final de 36, pourquoi je suis conservateur là-dessus? On peut voir que la médiane depuis 2006 c'est 40. On se prend des petits, comment dire, des petits ajustements là-dessus. Ça me donnerait un prix juste autour de 40 $. Et moi, ma stratégie, je vous l'explique, elle est simple, elle est claire. J'hésite personnellement à ouvrir une position pour un tiers de mon montant que je veux mettre sur Rollins. Pourquoi? Au prix actuel. Car quand on regarde la droite de régression depuis 2008, l'entreprise revient toujours vers cette petite élastique. Et si jamais elle chute de 10%, je remets une cartouche de ce que je veux mettre sur la boîte. Je remets les 2 tiers restants, ce qui reviendra à mon prix juste et je finis de compléter ma position en fait. Donc là, clairement, il y a 2 choix, soit je rentre pour moi, je pense rentrer lundi, donc demain quand la vidéo sort, au prix actuel et bah, si ça baisse, je refous une cartouche, je ferme mon application et c'est terminé. Et pourquoi je peux faire ça? Parce que pour finir, Rollin, je pense en tout cas qu'elle fait partie avec des MSCI, des Coca et quelques autres sociétés, que l'on peut garder à vie dans un portefeuille sans ouvrir son fatueux appli 15 pendant 15 ans et être tranquille en fait. Là, clairement, c'est une boîte de fonds de portefeuille, vous l'achetez et vous dormez. Et c'est le plus dur dans toutes ces boîtes-là, c'est de les acheter à un bon prix. Car les meilleures boîtes du monde au mauvais prix restent un mauvais investissement. RIP, tous ceux qui ont acheté Rollins à 60 balles, parce que moi, clairement, dans mon estimation, 60 balles, on les toucherait en 2030, en 2031 même. Et donc, tous ceux qui l'ont acheté tout de suite, début 2026 à 60 balles, à 60 $, bah, je pense que vous allez vous asseoir sur vos investissements pendant un petit moment, les amis. D'où l'intérêt de faire ces deep dives, d'où l'intérêt de faire ces tests d'investissement, d'essayer de regarder un petit peu la croissance de la boîte et pas se dire putain c'est pas cyclique, il y a pas, c'est asset like, etc. C'est magnifique, je l'achète. Non, toutes les boîtes ont un bon prix et là clairement je pense qu'on a touché un bon prix pour cette boîte là et je peux vous garantir qu'en ayant regardé pas mal de graphiques depuis des années, une baisse de 31%, je crois que ça n'était jamais arrivé sur le titre. Donc là c'est pour ça que je vais sauter sur l'occasion et je vais ouvrir une position là-dessus. Clairement, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. N'investissez jamais sur une boîte parce que j'ai investi dessus. Je peux me tromper. Voilà. Donc démerdez-vous. Faites vos propres recherches. Allez sur le Discord, piquez mes deep dive. Faites vos propres recherches. Étayez tout ça. Allez matcher tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais n'investissez jamais parce que moi je le fais en fait. Et j'adore la boîte. Hein. C'est clairement pas la boîte la plus sexy. Vous n'avez aucun narratif IA, etc. Mais elle a sa place dans tous les portefeuilles, en fond de portefeuille, surtout si elle est bien achetée. Donc clairement pour moi, en étant conservateur, 9% de croissance des free cash flow, un peu final de 36, moi franchement je trouve que ça reste un très très bon deal et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui dans 20 ans pour moi auront le même business model et ça aura très peu changé. Est-ce que Nvidia dans 20 ans aura le même business model et ça aura pas changé? Bien sûr que non. Microsoft pareil, Google pareil, Alphabet pareil, Google et Alphabet c'est la même chose, mais Apple pareil. Et vous avez une liste de sociétés énorme. On n'en sait même pas ce que seront le business model au-dessus de 5 ans en fait. C'est très dur de savoir. Et clairement, sur Rollins, moi je peux dormir sur mes 2 oreilles. On a un prix qui, je trouve, est à la fois satisfaisant et peut-être cher aux premières vues quand on voit
Les métriques clés, mais les métriques clés, il y a des fois, il faut les laisser de côté. On n'est pas des business, on n'est pas des comment dire? On n'est pas des comptables. On regarde, ce qu'il y a dans le cœur d'un business et clairement, acheter une boîte à 14 de PE, bah, ça peut être de la merde. Si vous achetez clairement, on va, parler vite fait, mais de Ricard, les amis. Ricard, si vous achetez ça à 11 de PE, bah, moi, je trouve que c'est pas forcément un bon deal, en fait et pourtant le PEG et vous voyez, le PEG ratio, il y a même pas de, même pas de croissance. Mais c'est pas parce que vous l'achetez à 11 de PE que vous allez faire le deal du siècle, clairement. Walmart, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous l'achetez à 41 de PE que c'est forcément un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement parce qu'en fait, il n'y a pas de croissance, les amis. Il n'y a pas de croissance. Vous avez une boîte qui croît peut-être voilà, de 4% et on peut aller voir les estimations, mais c'est pas terrible. Pareil pour Coca-Cola. Coca-Cola, ça s'achète 24 fois les bénéfices. On pourrait dire, putain, c'est pas cher, 24 fois les bénéfices. Coca, tout le monde en boit, patati patata. Mais le problème, c'est que ça fait 3% de croissance, Coca. Ça fait 6% de bénéfices et 6% de free cash flow. Rollins, pour les raisons que j'ai expliquées, pour moi, on a une boîte qui est très intéressante, qui va arriver à faire son 9% de croissance des free cash flow. Ça va être largement tenable pour eux. C'est pas déconnant de penser qu'ils peuvent y arriver. Voilà. Il y a peut-être, enfin pas des red flags, mais il y a des risques. Ils sont maîtrisés et pour moi, au prix actuel, on a une bonne société. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si je peux faire tout ça, c'est grâce à vous, les amis. N'hésitez pas à venir faire grossir la base du Discord, faire grossir aussi la base d'abonnés sur YouTube, me suivre sur X si vous voulez retrouver mes achats en direct, etc. Je suis le seul, encore une fois, à proposer un deep dive totalement gratuit et aussi complet. Et n'oubliez pas qu'en investissement, investir est une formidable raison d'être heureux, les amis.